Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer sur la régulation respiratoire. Lors de la première vidéo, on a expliqué un petit peu tout ce qui était bronchomotricité, c'est-à-dire ouverture, fermeture des bronchioles en fonction du besoin et qui permet donc de réguler au final le débit respiratoire. On a parlé aussi de la régulation nerveuse avec les centres respiratoires qui vont recevoir un certain nombre d'informations captées ici au niveau du sang avec le pH, le CO2, l'oxygène par des chimiorécepteurs renvoyés par des nerfs 10 et 9 au niveau central. On a parlé aussi de la compréhension en fait, du pH au niveau du système nerveux avec aussi des chimiorécepteurs qui renvoient cette information au niveau du centre respiratoire. On a parlé aussi de la connaissance qu'aura le système nerveux central de l'état d'étirement en fait, des poumons avec des mécanorécepteurs qui vont renvoyer des informations à nouveau au niveau du système nerveux central et puis une prise en compte de tout ce qui allait être par exemple sommeil, émotion, température, éveil, etc. dans le contrôle de notre ventilation. Et donc dans ce contrôle de la ventilation, eh bien on en était à la notion de prise de décision. On va remettre en place l'ensemble des éléments nerveux sur ce schéma en fait ici. Donc on va retrouver un certain nombre d'éléments dont on avait parlé. En haut, en fait, cortex, noyau suprachiasmatique et amygdale, on a dit qu'ils avaient une influence sur les réseaux sur les réseaux respiratoires. Donc là, dans ce réseau respiratoire ici, j'ai un petit peu développé les choses par rapport à la dernière fois. On va retrouver en fait un noyau important qui est le noyau parabranchial qui est un pacemaker. Donc c'est une horloge de l'organisme, c'est l'horloge de la respiration qui bien sûr est sous l'influence de la grande horloge de l'organisme, de l'horloge principale, le noyau suprachiasmatique. Ce noyau parabrachial, donc ce pacemaker, va agir sur les noyaux respiratoires. Deux zones, en fait, une zone dorsale, ici, et puis une zone ventrale. Donc ici, on est au niveau du bulbe rachidien et on observe qu'en fait, la zone dorsale, elle reçoit des informations des nerfs 9 et 10. Les informations qu'elle reçoit, ce sont les informations de la quantité de CO2, du pH et de l'oxygénation du sang. Donc à partir de ces informations, en recoupant ces informations plus celles qui viennent de la partie haute, eh bien les noyaux respiratoires vont pouvoir s'activer. Notamment si on a une activation du noyau respiratoire dorsal, eh bien, ce sont les muscles inspiratoires qui vont être activés. Donc les muscles intercostaux externes qui vont être activés. Mais aussi, il va y avoir une activation du diaphragme. À l'inverse, la partie ventrale va activer les muscles expiratoires. Bien sûr, on ne peut pas à la fois activer les muscles inspiratoires et expiratoires, ça n'aurait pas de sens. Donc vous voyez que le noyau respiratoire dorsal inhibe le noyau respiratoire ventral. Et inversement, le ventral inhibe le dorsal. Donc on se retrouve dans une situation où au final, vous voyez qu'on a tout pour respirer. Et donc lorsqu'on va inspirer, c'est le dorsal qui est activé. Lorsqu'on va expirer, eh bien ici en fait, il y a deux cas. Le premier cas, c'est vous faites du sport, donc effectivement le ventral va être activé pour enclencher l'expiration par les muscles expiratoires. Mais là maintenant, vous, devant votre bureau, votre expiration elle est passive. C'est-à-dire que vous inspirez grâce au noyau dorsal. Et puis, en fait, votre expiration elle va se faire passivement. Vos muscles qui ont été étirés vont par élasticité revenir à leur forme de départ et donc l'expiration on dit qu'elle est passive. Avantage, on consomme moins d'énergie. Donc bilan, des informations qui viennent de la partie haute et des informations qui nous viennent du sang et du système nerveux concernant le pH, le CO2 et l'oxygène aussi pour la partie sanguine. Donc des informations qui vont être analysées ensuite, qui vont être intégrées par
par les réseaux neuronaux qui vont réguler la respiration, une rythmicité qui va être régulée en fonction des besoins par le pacemaker, donc le noyau parabrachial, et puis deux noyaux respiratoires, le noyau dorsal et ventral, qui vont gérer les muscles inspirateurs et expirateurs. Bilan. Bilan, en fait, on se retrouve avec la variation d'un paramètre. Alors ce paramètre, ça peut être le CO2, le pH, ou pourquoi pas l'oxygène, par exemple, quand vous faites du sport. Ces informations sont captées par des chimiorécepteurs. Parallèlement, on a d'autres informations qui viennent des poumons, captées par des mécanorécepteurs, qui sont les variations de tension au niveau de la paroi pulmonaire. Ces informations parviennent au centre respiratoire et on va avoir une modification du rythme, de l'amplitude de mouvement des muscles en fonction des informations qui auront été perçues. On aura aussi une modification du diamètre des bronchioles. Donc, cette modification du diamètre des bronchioles, c'est ce qu'on a appelé la bronchoconstriction. Donc, tout en haut, on a l'événement déclencheur concernant le contrôle de la ventilation, et tout en bas, on a la réponse qui va être donnée. Une variation du rythme, une variation de l'amplitude, une variation du diamètre, qui vont au final donner lieu à la flèche rouge qui remonte ici, et qui va donner lieu à une inhibition, enfin, qui va contrecarrer le signal initial. Donc c'est pour ça que j'ai mis un moins à chaque. Donc on a bien une boucle de rétroaction négative. Je représente cette boucle de rétroaction négative. Si j'ai la variation d'un paramètre, alors le centre respiratoire va modifier le rythme ou l'amplitude ou le diamètre ou les trois de manière à contrecarrer la variation initiale. Maintenant, si je suis dans une situation de changement d'ordre, je suis au repos, je me mets en activité. Cette variation d'ordre va être perçue au niveau du bulbe rachidien. Or, au niveau du bulbe rachidien, on a deux zones. CR, c'est le centre respiratoire, mais on a aussi CVM, c'est le centre vasomoteur. Donc CR et CVM, en fait, fonctionnent ensemble. Bien sûr, il faut que l'organisme modifie l'activité cardiaque et l'activité respiratoire pour aller dans un même sens. Donc on a en vert le nerf 10 qui va venir activer, enfin qui va venir non pas activer, au contraire, qui va venir limiter l'activité ou l'activité cardiaque et l'activité pulmonaire avec son tonus dont on a parlé. Un tonus de repos, donc il va limiter votre fréquence cardiaque à 60 au lieu d'être à 110 ou 120 s'il n'y avait pas ce tonus du nerf 10, et puis vos bronchioles seraient beaucoup plus ouvertes si ce nerf 10 n'avait pas son activité de repos. Et puis j'ai fait figurer en bleu les nerfs moteurs qui vont activer à un moment les muscles inspiratoires et puis à un autre moment, si on est à l'effort, les muscles expiratoires. Et je fais figurer en bleu aussi le nerf cardiaque. Donc on voit bien que la partie pulmonaire et la partie cardiovasculaire vont fonctionner de manière cohérente pour répondre à une variation, soit un ordre qui vient de la partie haute, soit au final la variation d'un paramètre physiologique tel que la quantité d'oxygène, de CO2 ou le pH au niveau du sang, ou alors le pH au niveau du liquide céphalo-rachidien. Alors, du coup, ça nous amène à parler d'un dernier petit point, puisqu'on a dit que la respiration imposée au final au cœur et donc à l'appareil cardiovasculaire son niveau d'activité, ça veut dire que si je contrôle ma respiration, je peux contrôler ma fonction cardiaque. Donc je suis incapable de contrôler la fonction cardiaque directement, c'est ce que je vous avais dit. Par contre, je peux la contrôler indirectement. Si je décide
de limiter ma fréquence respiratoire, alors je vais aussi limiter ma fréquence cardiaque. Si je décide de respirer plus rapidement, alors je vais aussi agir sur le cœur. Et donc vous avez des pratiques que vous connaissez peut-être, la sophrologie, le yoga, la cohérence cardiaque, qui vont justement jouer sur la respiration de manière à permettre de retrouver une certaine plénitude du fonctionnement cardiaque. Et ça va permettre de gérer son stress, ses émotions, et de revenir dans une situation un petit peu plus relaxe. Et derrière ça, on a des explications physiologiques qui montrent qu'effectivement, ces pratiques sont extrêmement intéressantes pour la santé. Donc, n'hésitez pas à aller vers ce genre de pratique pour vous poser. On sait que la méditation va jouer aussi dans ce sens-là. À très bientôt sur une autre vidéo.